Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, super. Bonjour, alors je suis Evangélia Karamitrou, je suis avocat associé au cabinet Landau et Associés, un cabinet qui travaille beaucoup dans les achats publics. Je suis donc en charge du pôle contrat public au sein du cabinet. Avec mon équipe, donc on travaille vraiment beaucoup pour aider les acheteurs publics, mais aussi les entreprises dans la démarche donc écologique et sociale qui peut être la leur, afin d'avancer dans ce secteur très passionnant qui sont les achats publics verts. Donc, qu'est-ce que c'est que la commande publique responsable? C'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui et je vais vous donner quelques clés pour que vous puissiez vous préparer. Je suppose que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, représentants de sociétés qui candidatent à des contrats publics. En tout cas, c'était le but de cette intervention. Alors, vous le savez peut-être, ou alors je vous le dirai que la commande publique représente environ 10% du PIB français, soit près de 200 milliards d'euros. C'était des chiffres de 2014. Donc, il y avait un vrai enjeu d'accroître le processus d'un achat public responsable qui a débuté déjà il y a quelques années, il y a de nombreuses années dans certains secteurs, quinzaine, mais ça peut être même plus, 20 ans. Et donc, c'est apparu nécessaire d'accélérer ce processus, surtout lors de la transposition des directives européennes du 26 février 2014. Vous le savez peut-être, certains d'entre vous, que ces directives européennes sont transposables en France. D'accord, on doit les transposer en France avec la réglementation française. On doit donc les respecter et on peut aller plus loin si on veut dans les engagements. Donc, c'est les textes 2014 qui ont fait qu'aujourd'hui, on a le code de la commande publique que vous connaissez peut-être tous, ou en tout cas, on va aujourd'hui essayer de décrypter certains de ces articles. Et donc, le législateur a mis en place une refonte générale du cadre législatif, on va le voir aujourd'hui. Il y a une vraie volonté de verdissement des achats publics, je vais vous dire comment, qui se matérialise à travers un cadre législatif très chargé, qui réforme directement le code de la commande publique. Vous en avez peut-être entendu parler, la loi AGEC, la loi climat et résilience, les dispositifs achats innovants, etc., etc. On va en parler aujourd'hui. Alors, d'autres réformes ont pu fixer des objectifs aux acheteurs, comme par exemple la loi Egalim qui vise à rémunérer justement le producteur, donc c'est dans la restauration collective, notamment scolaire, à renforcer donc du coup la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle et à favoriser une alimentation saine avec des objectifs challenging pour les personnes publiques. C'est dans ce contexte donc que les acheteurs publics devront intégrer, et en réalité ils ont déjà commencé à le faire. C'est pourquoi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment vous, si ce n'est déjà pas le cas, vous pouvez commencer à vous préparer pour répondre à leurs appels d'offres avec l'intégration de ces aspects environnementaux et sociaux qui ont déjà commencé à faire dans leurs achats. Donc, les sociétés candidates doivent aujourd'hui se préparer parce que ce que j'ai envie de vous dire, ce que je répète souvent quand j'interviens pour la BPI ou pour d'autres organismes, c'est que vous, si vous ne prenez maintenant le train en marche, vous serez peut-être forcément en retard et vous perdrez en fait de la compétitivité par rapport à vos concurrents. Alors, on va voir que l'achat public, en tout cas que les exigences environnementales et sociales, en fait, on le retrouve dans tous les aspects de l'achat public. Quand on commence en tant qu'acheteur à définir notre besoin, lorsqu'on met en œuvre la procédure d'acquisition de biens et de services, ou de travaux aussi, j'ai envie de dire, et lorsqu'on exécute les prestations contractuelles. C'est-à-dire que du moment, c'est les trois stades fondamentaux d'un achat public. On commence par définir nos besoins. Donc, quelquefois, on rencontre en fait en tant qu'acheteur public les sociétés en fait du sourcing. Peut-être, vous avez peut-être participé déjà à du sourcing. Vous allez me dire tout à l'heure quand vous poserez vos questions ou quand vous nous ferez peut-être part de votre retour d'expérience. Donc, dans la définition du besoin, on retranscrit tout ça dans les DCE. C'est quoi les DCE? Vous savez ce que c'est? Les documents de la consultation des entreprises, donc c'est les cahiers des charges auxquels vous devez répondre, d'accord? Donc, tous ces objectifs-là sont fixés là-dedans et vous devez les respecter tant au moment où vous candidatez. On va voir que votre candidature
va être jugée, votre offre, votre candidature et votre offre va être jugée en fonction de la réponse que vous allez donner à ces impératifs environnementaux et sociaux, et aussi au moment de l'exécution du marché. Est-ce que c'est compréhensible pour tout le monde? Oui. Alors, on va continuer donc avec le premier stade, la définition de besoins. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, là, maintenant, dans le Code de la commande publique, vous allez voir qu'il y a des obligations qui vont être adoptées, qui ne sont pas aujourd'hui en vigueur, mais c'est bien de le connaître dès aujourd'hui parce que ça va venir. À un avenir très proche, vous allez souvent voir que je vais vous parler de au plus tard le 22 août 2026. C'est l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont valables aujourd'hui et d'autres choses qui vont venir au plus tard jusqu'au 22 août 2026, mais ça peut être plus tôt. Quand on dit jusqu'au, ça peut intervenir à n'importe quel moment entre aujourd'hui et 22 août 2026. D'accord ? Voilà. Donc aujourd'hui, dans le Code de la commande publique, les acheteurs doivent déjà prendre en compte des objectifs, et ils le font, de développement durable, objectifs de développement durable dans leurs besoins. C'est-à-dire que lorsqu'ils expriment leurs besoins dans les cahiers des charges, d'accord, imposent des objectifs de développement durable. Vous questionnent et vous imposent en fait d'avoir dans vos produits que vous vendez, dans les services que vous vendez, de voir comment vous êtes écologiquement et socialement responsable. Par quel biais? Comment vous faites pour l'être? Et ils vous jugent sur ça. On va venir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la nature et l'étendue de besoins à satisfaire sont déterminés avec précision. Ça, c'est très important. D'accord? C'est une certaine précision qui doit régir le cahier des charges. Les lancements de la consultation en prenant en compte les objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. D'accord? Donc, on ne perd jamais de vue la dimension économique de l'achat public, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit socialement et écologiquement responsable, mais on ne perd pas de vue le fait qu'aujourd'hui, vous le sentez vous aussi, je pense, que les collectivités et les acheteurs publics ont de moins en moins d'argent. Donc, du coup, cet aspect, on va en parler tout à l'heure sur les critères du jugement des offres. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est autre chose? Comment on fait? D'accord? On ne perd jamais cette dimension économique, mais qui doivent s'accompagner par des objectifs de développement durable, des aspects sociaux et environnementaux. Au plus tard, donc le 22 août, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le changement? Qu'est-ce qu'on aura comme changement? Alors, ça ne sera pas aussi abstrait que des objectifs de développement durable. Ça va être beaucoup plus précis. Ce qu'on doit faire, donc, ce qu'ils doivent eux faire, mais vous, essayez de respecter et répondre à ça pour que vos offres ne soient pas considérées comme irrégulières, ok? Ou incomplètes, ou je ne sais quoi encore. Donc, ils doivent définir leurs besoins par référence à des spécifications techniques. C'est ça que vous devez retenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être des objectifs. C'est quoi les objectifs? Les objectifs, ce sont des choses assez généraux en fait. C'est un objectif, c'est pas une norme. C'est il faut que vous soyez responsable du point de vue environnemental, social. Si je dis ça comme ça, bon ça m'engage à rien et ça vous engage pas non plus à rien. Vous pouvez dire dans votre offre, oui, mais moi je ferai tout pour l'environnement, ça va être super, vous allez voir, parce que j'ai une politique environnementale très rigoureuse dans ma société. Point. Ok, bon. Et vous ne prouvez rien. Et aujourd'hui, ça peut être ça. Demain, quand je vous parle par rapport à des références, à des spécifications techniques, ça va être des normes. Aujourd'hui aussi, il y a des normes, bien sûr, vous le savez. Je pense que vous en faites référence. Mais ça va être de plus en plus des spécifications techniques qui seront plus rigoureuses qu'aujourd'hui parce qu'ils vont prendre en compte des objectifs de développement durable, encore une fois, dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Donc, petit à petit, vous savez très bien qu'en commande publique et d'une manière générale, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Mais quelquefois, la surprise peut venir du jour au lendemain. Donc, au plus tard, jusqu'au 22 août 2026, en sachant que ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois. Non, je ne pense pas, mais voilà. Dans 1 an, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas. Ça peut être en tout cas plus tôt que le 22 août 2026. Et pourquoi on a édité les textes aujourd'hui?
Pourquoi alors parlons du 22 août 2026? Justement pour qu'on donne le temps aux acheteurs publics de se préparer, d'accord, de voir comment ils peuvent s'organiser, et ils sont en train de le faire, je vais vous dire comment. Et il y a des documents sur Internet auxquels vous pouvez, vous, avoir référence, vous pouvez aller les choper sur Internet pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, en tout cas pour le plus gros d'entre eux, hein, pas pour le tout petit éventuellement, mais pour le gros acheteur. Et donc effectivement, pour vous donner le temps à vous aussi de comprendre comment ça se passe, comment ça va se passer dans l'avenir et vous préparer. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, la loi climat et résilience a également instauré l'obligation de prévoir une clause avec des considérations relatives au social ou à l'emploi pour les marchés supérieurs au seuil. Donc, vous savez, je préfère vous le dire dès le début, c'est quoi les seuils pour ceux qui ne le savent pas? Vous savez qu'en France, on a les marchés publics adaptés quand on est en deçà de seuil, d'accord? Quand on ne dépasse pas les seuils. Et pour les autres commandes publiques, quand on dépasse les seuils, que je vous ai mis là, on fait des appels d'offres. Donc, c'est un cadre très rigoureux où il n'y a pas lieu à négocier, il n'y a pas lieu à aller voir l'acheteur public et lui dire « Ah non, mais pourquoi tu as jugé mon offre comme ça? Regarde, tu n'as pas tout compris. Est-ce qu'on peut faire une séance de négociation? Est-ce qu'on peut poser des questions? Est-ce que vous pouvez m'interroger? Est-ce que je peux vous répondre ?» C'est rare hein, ce que ça se passe comme ça. Ce sont des appels d'offres ouverts ou restreints pour la plupart d'entre eux, où il n'y a pas lieu à négocier. Alors que pour les MAPA, ce qu'on appelle les MAPA, c'est tous les marchés qui ne dépassent pas ces seuils-là. D'accord? Là, les acheteurs ont plus de liberté, d'accord, de négocier avec vous, de vous poser des questions, de faire des séances de négociation, d'interrogation, où vous pouvez clarifier plus ce que vous voulez leur vendre. D'accord? Alors que pour les appels d'offres, tout est sur papier. D'accord? Vous déposez votre offre, c'est terminé, quasiment. Ils peuvent vous poser une ou deux questions, ils peuvent vous interroger s'ils considèrent que votre offre est anormalement basse, par exemple, mais voilà, ça s'arrête là. Ok? Et après, il y a des procédures négociées, mais qui est tout un autre panel de procédures qui sont des procédures dérogatoires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir appel à ces procédures-là pour n'importe quoi. C'est bien encadré par la loi, ok? Par le code de la commande publique. Alors, en pratique, l'acheteur public doit donc identifier dès le sourcing, et c'est ce qu'on les incite nous à faire quand on travaille avec eux, les fournisseurs, les circuits et les possibilités offertes par le marché. C'est-à-dire que c'est totalement aberrant aujourd'hui de construire un cahier des charges, surtout quand tu veux que ton cahier soit innovant ou alors socialement et écologiquement responsable, quand tu ne sais pas ce qui existe dans le marché. Est-ce que les sociétés peuvent répondre à tes préoccupations? Tu as commandé, je ne sais pas, moi j'ai eu un client qui m'a dit « Je voudrais commander des petits bus qui sont en hydrogène, en tout cas qui sont responsables, hein, enfin qui sont propres quoi. » Et il m'a dit « Mais je ne trouve pas. » Je ne le trouve pas parce qu'en fait, je suis quasiment le seul à être intéressé. Il n'y a pas d'autres grands acheteurs qui veulent le faire, donc il n'y a pas de société qui offre ça. Donc ça serait totalement aberrant qu'il lance un appel d'offres en disant je veux de petits bus, je ne sais pas desquels, voyez, de 10 places ou je ne sais quoi, et que personne ne répond. Son appel d'offres va être infructueux, il aura perdu du temps, de l'argent, etc. Donc ce qu'il faut qu'ils essayent de faire, c'est les sourcings, ce qu'on les incite à faire. Et quand vous êtes en contact avec eux, ce que vous devez aussi les inciter à faire, venir vous voir, vous interroger, comprendre qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché. On entend aussi beaucoup parler aujourd'hui de l'achat public local, privilégier l'achat public local, vous voyez. Or ça, ce n'est pas possible quand tu ne sais pas ce qu'il y a sur ton territoire ou pas loin de ton territoire. On doit donc identifier les normes qui prennent en compte les objectifs de développement durable, normes qui doivent figurer par la suite dans les fameux DCE, vous savez tous maintenant ce que ça veut dire, dossier de consultation des entreprises, c'est les cahiers des charges, ce qui permet donc, comme je vous disais, d'éviter que la procédure soit infructueuse. Les sourcings doivent se faire, attention, et là vous avez des armes pour vous défendre, les sourcings doivent se faire de manière égalitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dévoiler plus de choses en tant qu'acheteur à quelqu'un qu'à quelqu'un d'autre. D'accord? Il y a pas mal de jurisprudence sur ce point-là. Et donc, ils doivent vous respecter, vous dévoiler exactement les mêmes informations. Hein. Bon, oui, exactement les mêmes informations. Ils doivent vous faire part de leur projet de A à Z. Et si je fais part de mon projet à messieurs,
je dois faire part à mon projet à madame de la même manière. Vous voyez, je dois donner exactement les mêmes informations. Sinon, en fait, si je dis plus à monsieur qu'à madame, monsieur va se préparer mieux, vous comprenez? Et ça donne lieu à des jurisprudences. J'ai en tête une jurisprudence où le ministère de la Défense s'est fait condamner parce qu'il est allé beaucoup plus loin avec une société qu'avec une autre. D'accord? On commence à dire, ah oui, ça serait bien que tu m'adaptes ça comme ça. Je ne sais pas, ils voulaient commander des hélicoptères, je crois, je ne sais plus. Bon, voilà. OK? Donc vous voyez bien qu'ils sont obligés de respecter l'égalité, ce qui est difficile pour eux, mais ce qui vous donne quand même, vous, la possibilité de connaître, de savoir à l'avance ce qu'ils veulent faire. Et du coup, vous préparez. Et aussi, en quelque sorte, diriger un peu leurs besoins. Vous comprenez? La clé est là, c'est-à-dire leur dire, attention, fais pas ça parce qu'il y a tel écueil. C'est pas les berner en fait, c'est pas ça. Hein. C'est les acheteurs publics qui sont assez intelligents, je pense qu'ils comprennent ce qui se passe. C'est leur dire, d'expérience, je peux te dire, fais plus ça que ça, d'accord? Où il y a telle chose qui existe sur le marché, où les écueils sont là, où le problème sont là, où les pièges sont là. C'est là où vous devez montrer votre savoir-faire. C'est là où vous devez vous vendre. Vous voyez, quand vous avez la possibilité de le faire, parce qu'ils vous consultent en amont, parce que les sourcings, ça se passe avant qu'ils rédigent le cahier des charges. Les discussions qu'ils auront avec vous, après, ça va aboutir à un cahier des charges. Et donc, vous, votre intérêt, c'est à ce que ça soit le plus proche possible à ce que vous savez faire, à ce que vous savez vendre. C'est clair pour tout le monde? Donc, évidemment, eux, leur objectif, c'est de prendre en compte la concurrence, d'ouvrir la concurrence, parce que c'est ça la commande publique aussi. Hein. C'est quelquefois, mon cabinet candidate aussi à des appels d'offres des collectivités en juridique, en droit, hein, pour gagner des marchés. Donc, je sais très bien que c'est en kikinant que j'aurais préféré qu'ils m'appellent pour me dire, bah, c'est toi, t'es la meilleure. Ça, je le sais, évidemment. Mais prends l'appel d'offres, c'est pour toi. C'est super, ça serait super, ce que vous rêvez tous d'avoir. Mais en fait, ça nous est arrivé aussi de candidater, je parle d'expérience, à des appels d'offres qu'on ne connaît pas, en fait, les collectivités, pas plus que ça, les acheteurs publics, et on gagne, vous voyez. Donc, c'est bénéfique pour vous aussi, c'est ça que vous devez vous dire. Ce qu'on doit tous se dire, je pense, aujourd'hui, c'est comment on va s'améliorer pour mieux gagner, comment on va faire pour avoir plus de parts de marché. La commande publique, je pense qu'elle est vertueuse de ce point de vue-là. Les sourcings permettent donc notamment d'évaluer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins. Dans quel délai vous pouvez me fournir quelle chose? Comment ça se passe? C'est quoi les normes qui doivent être respectées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, si vous arrivez à avoir des normes du point de vue environnement plus restrictives que d'autres, c'est-à-dire meilleures que d'autres, et ben alors dans ces cas-là, vous voyez, vous aurez une longueur d'avance par rapport aux autres. Les sourcings permettent donc aux entreprises interrogées de prendre connaissance des engagements responsables de l'acheteur. Encore, il faut que vous soyez interrogés. Mais vous savez, il y a 20 ans, quand moi je commençais à travailler, les sourcings, c'était tellement mal vu. Les gens disaient, oh là là, mais mon Dieu, non, on va pas faire ça. Ils vont nous accuser qu'on fait du favoritisme, qu'on peut pas du tout. Vous voyez, j'ai les retours d'expérience d'un cadre dirigeant de la SNCF qui me disait, mais quand je suis arrivée à la SNCF, il y a 20 ans, on parlait pas aux fournisseurs. Et on leur disait rien. Et là, aujourd'hui, ils organisent des journées entières à parler avec eux, à leur poser leurs besoins, à dire, voilà, nous, on pense faire ceci, cela. C'est pas du tout mal. Les sourcings, c'est même maintenant inscrit dans le code de la commande publique. Hein, ça fait quelques années. C'est possible de le faire. Après, il faut bien faire attention. Eux, ils doivent faire attention comment ils le font. Et vous aussi, il ne faut pas les inciter à aller plus loin avec vous qu'avec d'autres parce que vous risquez après de tout voir capoter. D'accord? Alors que vous avez passé du temps et que, voilà, que le temps, ça coûte, ça a un coût. Alors, le Code de la commande publique impose donc l'adoption par les collectivités d'un schéma, l'ESPASER. C'est le fameux document dont je vous disais que vous pouvez récupérer sur Internet, en tout cas pour les gros acheteurs publics qui dépassent le budget d'achat de 50 millions d'euros. C'était 100 avant et maintenant, en fait, on est allé à 50 millions d'euros. C'est-à-dire que tous les acheteurs publics aujourd'hui qui ont un budget achat de plus de 50 millions d'euros doivent faire ces fameux SPASER. D'accord? Qu'est-ce que c'est ces fameux SPASER? Et vous trouverez en fait sur Internet, il y a une plateforme même qui recense en fait tous les SPASER qui existent aujourd'hui en France. D'accord? De grosses collectivités. Et là-dedans, vous allez voir, et c'est une mine d'informations très, très importante pour vous, vous allez voir, en fait, donc je vous dis, vous voyez, l'abaissement de 100 à 50 millions, ça s'est passé le 1er janvier 2023. C'est là, c'est tout récent, ça. Donc, on est passé de 100 à 50 millions d'euros.
Et donc, du coup, on a environ 300 collectivités. Je ne sais pas s'il y a des mauvais élèves, sûrement, hein, parmi tous ces gens-là. Hein. Parmi les 300, il doit y avoir peut-être des mauvais élèves qui n'ont pas fait leur SPASAR. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont respecté cette obligation et qui ont fait les SPASAR. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans les SPASAR? Les SPASAR donc contient des indicateurs précis, le nombre de contrats ou la valeur de contrat, le taux réel d'achat public relevant des achats responsables. C'est-à-dire que là-dedans, vous allez voir tous les objectifs de manière assez précise, d'accord, de ce qu'ils veulent faire. Chacun rédige évidemment, chaque collectivité, moi j'ai pu consulter plusieurs, chacun rédige un petit peu de ça, où j'ai pu aider aussi des collectivités à en faire, des SPASAR. D'accord. Mais l'acheteur doit fixer les objectifs cibles à atteindre pour chaque catégorie d'achat responsable. Donc franchement, allez sur Internet et consultez en fait ces SPASAR. Ça va vous permettre de comprendre comment les collectivités réfléchissent aujourd'hui, les acheteurs, de manière générale, quels sont leurs objectifs et quels sont les achats cibles, en tout cas en matière environnementale. Parce que c'est ça le but en fait, hein, et social. Alors, quel est le but du SPASAR et pourquoi cela peut être intéressant pour les sociétés? Le SPASAR définit la stratégie des achats de la collectivité concernée. Il fixe les cibles prioritaires à attendre pour certaines catégories d'achats qu'il définit. Et c'est là, je pense moi, mais je pense que pour vous aussi, c'est une mine d'informations qui est super intéressante pour les sociétés qui veulent se préparer à répondre aux différents appels d'offres. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces fameux SPASAR. Alors, ce SPASAR pourra aussi permettre aux personnes publiques de consulter les entreprises afin de tenir compte de leurs contraintes. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour élaborer les SPASAR, quelquefois, vous pouvez être interrogé. Enfin, ils essaient de comprendre où ils missionnent des cabinets d'audit, vous voyez, pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur leur territoire. Parce qu'on ne va pas se le cacher, même si ce n'est pas revendiqué de cette manière-là, parce que c'est pénalement répréhensible, ils ne peuvent pas, les élus, privilégier les entreprises locales et le dire comme ça. Ils ne peuvent pas dire « moi je veux celui qui est à côté et pas celui qui est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe même », d'accord? On ne peut pas le dire comme ça, mais on sait tous que, voilà, ils essayent par quelques manières qui sont légales en fait, tout à fait légales en fait. Hein. Le fait que le produit ne vient pas de l'autre bout du monde, d'accord, en matière d'alimentation par exemple, bah, c'est un critère objectif, vous voyez, c'est de dire le bilan carbone du produit ou je ne sais pas quoi, qui vient d'où, comment, les circuits privilégiés, les circuits courts, c'est un critère qui est tout à fait attendable. On ne dit pas, moi je vais privilégier la société qui se situe à côté de chez moi, j'ai dit, je veux les juger aussi sur ça. Et par rapport à la pondération que je veux donner à ces critères-là, bah forcément, je privilégie celui qui est le plus proche de chez moi. OK? Hop. Alors, quand on est, donc une fois qu'on a fait ces sourcings, qu'on a défini nos besoins, d'accord, là, on va faire des procédures d'acquisition, d'accord, c'est-à-dire qu'on va passer aux choses sérieuses, on a rédigé les DCE et on va maintenant essayer de choisir les entreprises qui répondent au mieux à nos besoins. Donc, il y a la loi, la fameuse loi climat et résilience, et son décret d'application qui ont apporté, vous m'entendez toujours bien? Oui, ok. Qui ont apporté des aménagements en termes de commandes publiques et responsables. Alors, très important pour vous, notez-les bien, gardez-le bien en tête si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est l'obligation, ils ont l'obligation d'intégrer un critère qui prend en compte les caractéristiques environnementales dans l'analyse des offres. Ça fait longtemps que ça existe, d'accord? Donc, pour la plupart de leurs achats, les acheteurs publics le font. Ils définissent un critère qui a à voir avec l'environnement ou avec le social. Donc, au moins, donc l'article aujourd'hui, alors plus tard, pardon, sera modifié au plus tard le 22 août 2026, je vais vous dire pourquoi. Là, ça va dire au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Alors, en pratique, les acheteurs publics devront donc prévoir un critère environnemental pour toutes les procédures de marché public, indépendamment de seuil. Vous oubliez, pour tout en fait, les MAPA, pas les MAPA, les appels d'offres, les procédures négociées, pour tout. Et s'agissant de la pondération de ces critères, l'acheteur peut la définir librement et lui donner plus ou moins d'importance. Donc, c'est ça aussi que ça va faire que vous allez comprendre leur intention de privilégier ou pas
les critères environnementaux, ça va être sa pondération. Pour ça, ils sont libres. C'est-à-dire que le code ne va jamais leur dire vous devez le pondérer plus de 50% ou plus de 60%. Ils sont relativement libres. On voit quand même une évolution dans le temps. Moi, je voyais que il y a quelques années, les critères environnementaux, c'était, ouais, d'accord, 5% pour ceux qui se voulaient les plus verts, quoi, possible, d'accord? Et là, en fait, on passe à des pourcentages qui sont très importants. Regardez sur le BOAMP, en fait, là où on publie tous les appels d'offres, essayez de voir un petit peu dans votre secteur, dans les secteurs qui vous concernent, il y a plein d'appels d'offres qui sont publiés. Je pense que vous le recevez si vous êtes intéressé, les avis d'appel public à la concurrence. Et là, les critères normalement sont publiés. Donc, vous allez voir que bientôt, et encore plus, les mentalités vont évoluer, surtout, et c'est ça qu'il faut retenir, que le critère unique du prix sera interdit au plus tard, donc le 22 août 2026. Ça peut venir plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en tant qu'acheteur, aujourd'hui, les critères uniques du prix, ça peut valoir pour certaines, en fait, dans certains secteurs, on peut très bien dire pour les fournitures standards, par exemple, vous voyez, pour des choses assez standards, on peut avoir qu'un critère, le prix. Donc, désormais, on n'aura plus le droit d'utiliser ces critères-là. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme critère? On va essayer de s'accrocher, en fait, en tant qu'acheteur, je pense, en matière de performance, en matière de la protection de l'environnement. Par exemple, je donne un exemple, la réalisation d'un bilan carbone peut adéquatement servir à démontrer la qualité de l'offre de ce point de vue et permettre d'obtenir une meilleure notation. Parce que, si vous voulez, le bilan carbone est en effet une donnée relativement facile à prendre en compte. Je dis relativement parce qu'on peut avoir quand même des écueils. On a tous des exemples en tête qui font que quelquefois, ça peut être difficile à juger et ça peut être manipulé aussi comme critère. Bon, voilà. Mais si l'acheteur public l'affiche et affiche aussi la méthode par laquelle, vous voyez, va le juger, en fait, il faut que ça le rende le plus transparent possible et le plus objectif possible. Si ce n'est pas le cas, il faut aller voir votre avocat préféré pour qu'il fasse une procédure pour faire tomber, en fait, son appel d'offres. Alors, si les acheteurs souhaitent avoir qu'un seul critère, celui-ci devra nécessairement être le coût global. On entend beaucoup parler en ce moment du coût global de l'offre. Qu'est-ce que ça veut dire le coût global? C'est donc pas le critère prix, c'est pas combien ça coûte. Cette gourde coûte 20 €. C'est pas ça qu'ils doivent prendre en compte, mais qu'est-ce que c'est par la consommation d'énergie pour faire cette gourde, quels sont les coûts de collecte et de recyclage de ce produit une fois que je ne veux plus l'utiliser, comment je vais faire pour le recycler, d'accord, à autre chose. Alors, les coûts imputés aux externalités environnementales aux différentes étapes du cycle de vie des fournitures, services ou travaux commandés. Donc, il faut faire attention par rapport à ce que vous vendez et par rapport à ce qu'ils achètent. Les coûts globaux, c'est aujourd'hui une notion qui est beaucoup trop générale et qui s'applique de manière très différente, secteur par secteur. D'accord? Donc, on ne peut pas dire de manière absolue qu'est-ce que c'est le coût global dans tel secteur. On peut le définir, si vous voulez, ce que vous devez essayer de faire, peut-être en concertation avec les acheteurs publics, c'est essayer de comprendre comment le coût global peut être jugé dans le cadre de produits que vous vendez ou des services que vous vendez. D'accord? Et on pourra venir sur vos questions s'il y en a tout à l'heure. Donc, c'est une variable d'anticipation, moi je vous dis stratégique, parce que ça sera plus possible de dire ça coûte 20 € et voilà, c'est toutes les informations que je vous donne et faites ce que vous voulez avec. Vous devrez être obligé d'expliquer qu'est-ce que ça inclut ce 20 €, c'est que les matériaux durent une certaine durée de vie, par exemple. C'est que quand cette durée de vie se termine, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce produit-là? C'est facile à recycler, ça coûte pas très cher. Comment on peut faire? Vous voyez, c'est donner tous ces paramètres-là pour que vous puissiez après vendre mieux valoriser vos biens et vos services auprès des acheteurs publics. Alors, autre chose qui est important au niveau des candidatures cette fois-ci.
vous savez que vous êtes quelquefois jugé à la fois sur les candidatures et à la fois sur les offres. Donc, vous devez quelquefois passer les stades de la candidature pour que votre offre puisse être jugée et regardée. D'accord ? Donc, vous savez, qu'est-ce que vous faites dans la candidature? Dans la candidature, vous, vous mettez certains documents qui vous présentent, les DCE1, qui vous êtes, vous avez tous les pouvoirs, l'extrait cabis, le fait que vous avez rempli vos obligations sociales, fiscales, etc. Et puis après, vous mettez certains documents qui sont importants pour prouver que vous êtes capable de candidater. Donc, le nouvel article, encore une fois, au plus tard jusqu'au 22 août 2026, donc ça va vous tomber sur la tête à un moment donné avant. Donc les acheteurs peuvent exclure, c'est pas va exclure quand même, hein, c'est peu, hein, d'accord? Donc c'est une possibilité qu'ils auront d'exclure de la procédure de passation. Donc toutes les sociétés qui ne satisfont pas à l'obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel public à la concurrence. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation. Donc, ce plan de vigilance, je pense que vous devez commencer déjà, si ce n'est pas déjà le cas, hein, à le faire, à le préparer, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est une possibilité, mais si il y a une collectivité qui veut éliminer certains candidats, elle peut tout à fait le faire sur la base de ça. Donc, c'est quoi un plan de vigilance? C'est un plan qui comporte les mesures de vigilance raisonnables, propres à identifier les risques et à prévenir les attentes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Voilà, gardez-le bien en tête et essayez de voir comment vous pouvez éventuellement vous le mettre en œuvre dans le cadre. Alors, une question. Je suis désolée, je vous demanderai de venir là la poser parce qu'on n'attend rien. Prenez le micro. Voilà. Il vous attend. Vous l'attendez? Ah non, vous ne l'attendez pas. Ok, je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Ça répond partiellement, oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un code éthique et de bonne conduite? Est-ce que ça répond à ces plans de vigilance? Oui, ça répond partiellement à ces plans de vigilance. Je pense que vous devez un petit peu les généraliser de manière à prendre en compte pas seulement le droit humain, les libertés, etc. et la sécurité, ainsi que l'environnement. Donc, voilà. Oui. Voilà, vous devez le prendre un peu plus encore, l'environnement un peu plus en compte dans le cadre de votre bonne conduite. Mettre des aspects environnementaux, si vous voulez, dans ce guide-là. Hein? C'est des objectifs. C'est pas, voilà, c'est pour le moment, je pense que les collectivités vont être assez tolérantes. De toute façon, vous avez le temps c'est avant 2026. Hein? Oui, messieurs. Je vais répéter la question. Hein? De la part de qui? D'accord. Voilà, l'établissement public doit comprendre l'écosystème, voilà. Oui, oui, c'est à lui. Oui. Alors, je vais vous dire les deux. En fait, la question est, corrigez-moi, hein, est-ce qu'un établissement public qui veut faire la cartographie un peu de ce qui se passe autour de lui au niveau des fournisseurs, par exemple, est-ce qu'il doit le faire tout seul ou est-ce qu'il doit faire appel à un cabinet extérieur qui doit valider ce que lui, il a trouvé, en fait, on va dire? Voilà, ou qui doit le faire, le cabinet extérieur, à la place de l'établissement public. En fait, les deux sont possibles. Il n'y a pas d'obligation aujourd'hui par les textes à ce que ce soit l'établissement public lui-même qui le fasse, vous voyez. Il peut très bien se considérer, comme pour l'espacer, il peut très bien se considérer comme compétent pour le faire, d'accord, parce qu'il a les ressources en interne et il s'est dit, moi, je ne veux pas dépenser de l'argent pour ça, payer un cabinet d'audit, etc. Surtout qu'en ce moment, il y a... les cabinets d'audit ne sont pas très, hein, on va dire qu'il y a un certain bruit autour, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais il peut très bien le faire tout seul, comme il peut très bien
faire appel à un cabinet externe et valider en interne, s'approprier bien sûr l'étude qui est faite en externe. C'est de la même manière que l'espace vert. Il y a plein de collectivités qui ont mobilisé leurs services en interne pour le faire. Moi, j'en connais des régions ou de très grosses collectivités, des gros EPCI, etc., qui le font en interne ou alors qui font appel à des cabinets externes sur certains sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément très bien. Donc, les deux démarches sont tout à fait possibles. Oui. Là, vous voulez dire? Oui. Par exemple, si je travaille avec des pays à l'étranger, je leur fais une charte des achats responsables, je leur dis ce que je veux, mais est-ce que l'achat public va me dire mais vous devez envoyer des personnes pour faire un audit parce que ça ne suffit pas? Ils n'attendent pas de toute façon avec ces micros, sorry. Alors, donc, votre question. Alors, j'essaie de la répéter, hein. Dites-moi. Alors, donc, vous vous interrogez sur la notion de responsable, c'est ça? Donc, vous dites s'il y a une société, c'est ça, une collectivité publique, pardon, un acheteur public qui travaille avec des sociétés à l'étranger, c'est ça? Vous êtes une société en France, mais vous avez des fournisseurs à l'étranger. Voilà. Très bien. Donc, l'acheteur, est-ce qu'il va vous demander de fournir des justificatifs pour des acheteurs à l'étranger? Donc, madame, on va dire que c'est une société qui travaille en France, mais qui a des fournisseurs qui travaillent, eux, à l'étranger. Ils sont dans des pays étrangers, ça doit vous arriver à tous, évidemment. Voilà, ou de pays en développement, etc. Est-ce qu'elle doit fournir auprès des acheteurs de preuves écologiquement et socialement responsables de ces gens-là qui travaillent, de ces fournisseurs-là qui travaillent à l'étranger? Oui. Quand ils vont vous interroger sur le coût, par exemple, du cycle de vie d'un produit, vous voyez, ça va être, oui, d'où il vient le produit, comment vous êtes fait pour le procurer, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, et vos fournisseurs, et vous devez en cascade, pas tout de suite, hein, mais je pense qu'il peut y avoir des acheteurs qui vont vous poser cette question-là, que vous devez prouver. En fait, plus vous prouvez votre démarche éthique et responsable, mieux vous êtes jugé, en fait. Si ces critères-là, il est mis, oui. Ah, pour les droits humains, oui. Oui, ça, il faut auditer régulièrement, exactement. Pour les droits humains, comment ça se passe? Alors, pour les droits humains, je pense que vous devez, pour le moment, le texte m'a l'air assez général, vous voyez. Il n'est pas dit que ça va rester comme ça, mais là, ce n'est pas une question... vous devez dire quelles mesures de vigilance vous raisonnables. Donc, c'est assez modéré comme texte, vous voyez. Moi, c'est ça que je comprends en tant que juriste. On ne dit pas, vous devez faire la preuve de mesures que vous avez mis en place. C'est, en fait, indiquer dans votre plan de vigilance les mesures de vigilance raisonnables. Les mots raisonnables en droit, ça résonne un petit peu, vous voyez, comme un peu, oui, je mets en œuvre, mais voilà, de manière raisonnable, ça ne va rien dire. Ça veut tout et rien dire. Voilà, exactement. Donc, je pense que pour le moment, le texte, il n'est pas assez précis, il n'est pas assez poussif, vous voyez, il ne pousse pas assez à des mesures comme ça. Mais je pense que ça va venir. Donc, vous devez vous préparer à ça, oui, effectivement, de dire quel processus vous avez mis en œuvre pour que vos produits soient propres, en tout cas, enfin, qu'ils soient faits de manière éthiquement responsable et respectueux du droit de l'homme. Vous voyez, on parle beaucoup en ce moment du Made in France parce qu'en France, on respecte, etc. Vous voyez, et quand vous dites mon produit vient de Chine, Bangladesh, je ne sais quoi, on imagine tous l'usine qui s'effondre. Bon, c'est caricature, mais c'est justement pour vous, voilà, pour vous. Alors, qu'est-ce que je fais là? Alors, dans le domaine des services de restauration publique et scolaire, depuis le 1er janvier, ça c'est la loi EGalim. Hein? Depuis le 1er janvier 2022, la restauration collective publique, d'ailleurs, il y a beaucoup d'acheteurs publics qui se plaignent vraiment parce que ça a beaucoup fait augmenter les coûts. Hein? Alors, surtout en ce moment, j'ai des clients qui lancent des appels d'offres et qui ont une augmentation de plus de 30%, de 40% avec l'inflation en plus, etc. etc. Hein? Donc, doit compter en coût d'achat en euros 20% de produits bio ou en transition vers le bio et 50% de produits avec prise en compte des externalités environnementales ou bio ou en transition vers le bio ou avec divers labels ou certifications. Hein. Ces éléments doivent donc être prévus au stade de la procédure de passation de contrat de la commande publique. Ça doit faire partie, si vous voulez, quand les acheteurs aujourd'hui rédigent le cahier des charges pour la restauration scolaire et publique,
ils doivent indiquer ces normes-là dans leur cahier de charges. Ce qui vous donne, vous, le droit, si vous respectez ça, de dire, vous avez pris un tel qui ne respecte pas ça, c'est pas bon, votre procédure doit tomber. Donc, vous pouvez faire un recours et faire tomber la procédure parce qu'ils ont choisi quelqu'un qui ne respecte pas ça. Vous comprenez ou pas? Ouais. Bon, ça vous donne des armes aussi si vous respectez par ailleurs. Et il y a aussi une autre loi qui prévoit, la loi GEC, qui prévoit donc du coup des mesures contre le gaspillage et l'économie pour aider l'économie circulaire, d'accord? Et donc il nous dit qu'à compter du 1er janvier déjà 2021, les biens acquis annuellement par les services de l'État et par les locaux sont issus du réemploi ou la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100% selon les types de produits. Donc il y a des produits, les pneus, etc., qui doivent venir de cette monsieur. D'accord, les infrastructures, je répète au fur et à mesure, hein, pour pas que j'oublie. Donc, vous avez une question. Est-ce que les infrastructures des réseaux, les switches, les baies de brassage, etc., pour construire les bâtiments, c'est ça? Enfin, pour le bâtiment, OK, pour les réseaux, OK. Ouais. Est-ce que ça doit venir de ça? Je ne sais pas. Je vais regarder ça et je vous dirai si vous voulez. Voilà, ouais, je prendrai vos coordonnées, je vous répondrai. Mais là, comme ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a plein de produits. Je sais que pour le pneu, c'est le cas, mais je ne sais pas pour tous les produits. Je vous dirai. Je regarderai, je vous dirai. Alors, troisième stade, c'est le moment de l'exécution des prestations contractuelles. C'est-à-dire, dans les cahiers des charges, il y a plein de clauses, comme vous le savez peut-être, qui disent comment vous devez exécuter les marchés en respectant telle et telle chose. Et si vous ne le faites pas, vous avez des pénalités, d'accord, qui est la première sanction. Ou alors, vous avez la sanction de la mise en régie, c'est-à-dire que l'acheteur public va le faire à votre place et c'est vous qui allez assumer le coût, d'accord? Ou alors, vous avez une résiliation aux frais et risques, c'est exactement la même chose. Il résilie les marchés avec vous, il trouve quelqu'un d'autre pour le faire et si c'est quelqu'un qui coûte plus cher que vous, il vous fait supporter le coût. La différence entre votre offre et l'offre la plus chère. À prestations identiques par contre, hein, on est d'accord, hein? OK? Donc, les nouveaux CCAG, tout le monde voit ce que c'est les CCAG? Non, c'est les cahiers des clauses administratives générales, en fait, auxquelles l'acheteur public peut faire référence, d'accord? Parce que ce sont des clauses qui existent, qui sont rédigées par le gouvernement, et ces clauses-là peuvent s'appliquer, s'appliquent pas de droit comme ça, c'est pas une loi les CCAG, hein, donc ça s'applique pas comme ça, mais si l'acheteur public fait référence à ces CCAG, il s'applique. Donc toutes les clauses qui sont marquées dans ça s'appliquent à votre marché que vous avez gagné. Si votre marché que vous avez gagné fait référence, il y a un CCAG travaux, il y a un CCAG fourniture courante et services, il y a un CCAG de maîtrise d'œuvre, il y a un CCAG pour les marchés informatiques, il y a plein de CCAG, d'accord? Donc, je vous les ai mis là, en fait. Prestations intellectuelles, etc. Donc, ces documents-là, donc, comportent des clauses environnementales et sociales. Disent que si le marché public fait référence à ça, vous devez respecter pour l'environnement telle et telle clause. Mais, en fait, ne sont pas assez précis, en fait. La formulation de cette clause environnementale, elle n'est pas très précise, hein, parce qu'elle dit les documents particuliers du marché précise les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché. Donc, il est nécessaire à ce que les acheteurs prévoient des choses plus spécifiques dans le cadre de leur cahier de clauses techniques particulières. Ça, c'est les cahiers de clauses techniques générales et il y a les cahiers de clauses techniques particulières, donc ce qui va concerner plus particulièrement votre marché. Ça, c'est des obligations générales, mais qui s'appliquent quand même, en fait, hein. Donc, vous devez les lire avant de candidater. Vous devez avoir connaissance, en fait, de ces CCAG si les marchés auxquels vous candidatez fait référence. OK. Donc, les documents contractuels, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'environnement? Plein de choses.
la réduction, pardon, je regarde si je suis en retard, oui, la réduction de prélèvement de ressources, la composition de produits, les actions en faveur de remploi, réutilisation, reconditionnement. Qu'est-ce que vous faites quand le produit il est fini? Comment on recycle? Comment on fait? Les économies d'énergie, très importantes désormais. Le développement des énergies renouvelables, la prévention de la production de déchets, l'orientation vers des filières spécifiques de valorisation, les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution de prestations avec la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction des impacts sur la biodiversité, la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Ça, c'est juste voilà, quelques idées de ceux qui peuvent prévoir. Et voilà. On a fini. J'espère que c'était précis et que vous avez pu en tirer quelque chose. Et maintenant, je veux bien... bon, il y a eu déjà des questions, mais si vous avez d'autres, je veux bien les écouter. Et n'hésitez pas à venir me voir aussi à la fin. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. Bah oui. Comment on se situe par rapport à d'autres pays européens ou par rapport aux entreprises oui, européennes? non, comment on se situe en termes de réglementation? Est-ce qu'on est plus sévère ou pas? On est globalement, je dirais, ça dépend des pays, mais en fait, nous en France, on superpose les directives d'une manière générale. C'est-à-dire, la question, vous avez attendu tous la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait en France? Est-ce que par rapport aux autres pays européens, est-ce que, voilà. La tendance, c'est quand même nous de surinterpréter un peu les directives, pas seulement en matière environnementale, mais pour tout, pour l'essai, pour tout. On fait un peu plus restrictif qu'est-ce que les directives imposent en fait. C'est la tendance. Pas pour tout, mais oui. Merci. On a l'impression qu'on est dans un monde parallèle parce qu'en fait, il y a des nouvelles lois, des choses qui sont censées s'appliquer, mais sur le terrain, quand on répond, c'est les mêmes cahiers des charges depuis 20 ans. En fait, c'est des copier-coller. C'est vrai qu'on dit souvent qu'en France, il y a 40 000 acheteurs publics, donc j'imagine que c'est compliqué de les former, ces gens-là. Mais en tout cas, moi, mon expérience de PME, c'est que ça bouge jamais, en fait. Donc ça, c'est un monde parallèle pour moi. Non, mais c'est très intéressant, hein, ce qu'il dit, messieurs, c'est que tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, il y a des acheteurs qui ne le respectent pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y en a le plus petit. Vous savez, on a une diversité des acheteurs en France qui va... Moi, je les connais très bien. Hein. Je les connais parce que je travaille avec eux, ou je travaille pour eux, ou je travaille contre eux. Bon, il y a de tout petits. Le maire de la ville de 200 habitants qui t'appelle en te disant « Maître, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à rédiger le cahier des charges ?» Je ne connais rien. Et il est tout seul le soir à la maison, après son travail, pour essayer de rédiger le cahier des charges, pour que sa commune puisse avoir la société qui fait les bâtiments, etc. Et il y a la grosse région, les gros EPCI qui ont des centaines d'agents. Donc, effectivement, il y a une diversité. C'est vrai que ça, c'est dans un monde idéal qui existe quand même, hein, qui existe bien, mais effectivement, pour les plus petites collectivités, c'est plus difficile. Mais ne vous méprenez pas, je pense qu'il y a une autre démarche qui est en route, c'est d'aider les petites structures. Aujourd'hui, il y a pas mal de centrales d'achat, par exemple, vous voyez, où les acheteurs publics, les départements, les régions sont maintenant beaucoup plus sensibilisés à aider les petites collectivités, à être un support en fait pour elles, si vous voulez. Donc je pense qu'ils vont prendre le train à un moment donné quand ça va être obligatoire. Et puis s'il y a un appel d'offres qui indique pas tout ça et que ça vous déplaît, bah, vous le contestez en fait, hein, parce que vous l'avez perdu. Donc il y a des façons de faire aussi, voilà. Et pour que les gens puissent se rendre compte que ils font pas ça bien et qu'ils doivent mieux faire, hein, voilà. Mais je comprends ce que vous dites, je l'ai vu aussi, on est d'accord. Tout le monde ne les respecte pas. Mais tout le monde ne respecte pas les lois, sinon les prisons seraient vides, non, n'est-ce pas? Il y a d'autres questions? Oui, venez. Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. On a le temps, ne vous inquiétez pas. Doucement. Bonjour, je rejoins peut-être un peu le collègue sur les PME. Dans tout ce qui est centrale d'achat, c'est utile, j'imagine, de se faire référencer quand on est une PME pour toucher peut-être plus de collectivités, etc. Vous en connaissez peut-être quelques-unes qui pourraient aider en fait, des centrales d'achat un peu pour se faire référencer.
Oui, vous voulez dire inciter les PME à se référencer, c'est ça? Mais bien sûr, moi, je vous l'ai dit, oui, ça c'est très bien comme démarche. C'est pas, si vous voulez, c'est que votre travail, et j'imagine que dans votre différentes sociétés, il peut y avoir des commerciaux qui font ce travail-là, il faut aller se faire référencer effectivement auprès des collectivités, auprès des centrales d'achat, surtout dans votre secteur. Il y en a beaucoup. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'UGAP, il y a l'UGAP qui est la grosse centrale d'achat, qui est celle au niveau de l'État, d'accord? Mais après, il y en a plein aujourd'hui qui se construisent au niveau régional, au niveau départemental. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je sais qu'il y a région centre, il y a la région, il y a une dans le sud, je me rappelle plus. Est-ce que c'est l'Occitanie qui a une centrale d'achat éventuellement? Mais enfin, regardez sur Internet, vous taperez centrale d'achat et vous allez avoir toutes les centrales d'achat qui existent. Il y en a vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas à vous faire référencer et à consulter le SPAZER, comme je vous ai dit, parce que là, vous allez avoir des renseignements importants, en tout cas pour les très grosses collectivités qui ont de gros budgets d'achat et qui sont intéressantes dans l'ordre du coût.